Salut les mordus de hockey, bienvenue au show où du hockey, on en mange à pleines dents. Salut cher Ced, comment ça va? Salut, ça va toi? Ça va, top shape. Euh, on est avec vous pour le 4e épisode de notre top 25 du Canadien de Montréal, de tous les prospects en fait. Donc aujourd'hui, on parle des positions 10 à 6. Yes. Donc, Ced, parole est à toi. Yes, on est dans le top 10 maintenant. Enfin! Yes! Mhm. Ça commence à être intéressant. Là. On a des égalités, on commence à avoir des joueurs qu'on aurait mis plus haut ou plus bas. Oui. Donc là, c'est vraiment intéressant. Évidemment, là, juste vous rappeler, nous, on tourne ça toute la même journée. Donc là, on est 1er septembre pour nous. Là. Fait que si jamais il y a des joueurs échangés à partir de maintenant, c'est pas de notre faute. Là. Ça a été tourné avant. Mhm. Donc, Donc, le premier, 1er septembre, puis vous êtes peut-être au niveau du mois d'octobre là, quand vous visionnez on ça. est presque fin septembre, début octobre, là, quand ça va sortir. C'est ça. Bon, évidemment, si vous êtes sur le Patreon de Frank Well, vous allez le voir avant tout le monde parce Mhm. qu'on va les diffuser, on va les donner en fait en exclusivité. Ouais. Minimum une semaine, même 2 semaines à l'avance. Mhm. Donc, tout le monde qui sont avec les membres Patreon vont tout Ouais. avoir vu ça avant vous. Qui est d'ailleurs une bonne raison là, pour vous de jamais vous abonner au podcast de notre cher ami Frank Well, puis de pouvoir avoir accès à ça plus rapidement que sur la chaîne Mordu de hockey, dans le fond. Yes. Vous êtes les bienvenus. On a des bons débats. C'est toujours le fun de faire partie de cette belle communauté-là. Donc, vous êtes les bienvenus. Yes. Puis, allez l'encourager. Je suis pas mal sûr que vous allez aimer ça. Si vous n'avez jamais écouté Frank Well, Yes. c'est écœurant comme show. Là. Moi, je les écoute toutes. Oui. En Donc, rediffusion ou en live. oui, exactement. Donc, le 10e, on commence avec quand même un gros nom, Oui. malgré qu'il est très peu connu de la majorité des gens. Là. Mm-hmm. Quelqu'un qui a percé récemment. Vraiment, je pense que c'est un des espoirs du Canadien les plus sous-estimés présentement. Je me souviens qu'on a parlé d'Emile Hanneman il n'y a pas longtemps sur le podcast de Frank, justement. Mais Olivier Kapanen, c'en est un autre. Principalement, encore une fois, là, je l'ai dit au cours de pas mal d'épisodes, mais je pense que c'est principalement parce qu'il joue en Europe et qu'on ne le voit pas évoluer en Amérique du Nord, qu'on ne prend pas le temps nécessairement de regarder beaucoup de vidéos de ces joueurs-là. Fait que c'est très difficile souvent d'évaluer où est-ce qu'ils peuvent se situer. Puis encore là, d'évoluer les niveaux de ligue aussi. Hein. On a beau savoir là, que, mettons, tu l'as mentionné, la SHL se situe au niveau du peloton des ligues d'Europe. La Ouais. Liga doit être un petit peu plus loin ou pas mal au même niveau. Ça varie. Là, ça dépend à qui tu parles. Là. Mais il y C'est en a qui ça. vont voir la Liga un peu plus forte qu'elle l'est réellement en ce moment. C'est ça. Parce que tu regardes, là, on va en parler plus loin là, quand on va être rendu à Reinbacker, parce que, spoiler alert, Reinbacker est plus haut que Kapanen. Donc, Reinbacker joue en NL. La NL, la différence, c'est surtout au niveau du nombre de joueurs européens, canadiens, américains, donc des joueurs Oui. importés dans cette ligue-là, qu'on appelle, qui ont le droit d'avoir. En Liga, c'est 4 par équipe. Oui. En NL, c'est rendu 6 récemment, OK. donc même l'année passée. Fait que c'est ce qui fait que la NL commence à prendre plus de place que la SHL, puis la Liga, puis tous ces joueurs-là. Donc, éventuellement, ils disent c'est plus intéressant à les jouer là, c'est plus intéressant à les jouer là. Puis là, ça fait que ça change la force des ligues. Mais c'est quand même dans le top 10, encore une fois. Là, la Liga, c'est même top 6. Là. Puis, tu sais, encore là, c'est une ligue d'adultes. Hein? C'est surtout ça, il faut évaluer souvent là, quand on parle de jeune homme. Là, regarde, pour Kapanen, il est rendu à 20 ans. Donc, 20 ans, 6 pieds 1, 179 livres. Un joueur qui lance de la droite. Choix de deuxième ronde du Canadien en 2021. Donc, quand même, là, fait déjà 2 ans, là, au moins, qui fait partie de l'organisation, même s'il n'y a pas de contrat au niveau de ligue professionnelle nord-américaine en ce moment. Là. Ouais. Sauf que l'an passé, vraiment une belle éclosion de son côté. Il est allé chercher 27 points en 55 matchs du côté de la Liga. Commençait à être quand même un rouage important de son équipe. Écoute, c'est un joueur là, qui est quand même électrisant au niveau offensif. Un gros QI hockey au niveau de son positionnement et l'utilisation de l'espace, dans le fond, là, beaucoup, dans la zone offensive. Là, c'est très impressionnant. C'est un gars qui, on dit de lui présentement qu'il a un finishing skill, donc qui est capable de scorer, qui est un scoreur, dans le fond, qui finit les jeux.
c'est toujours quelque chose qu'on est à la recherche du côté du Canadien. Donc, est-ce que ça pourrait devenir, bon, là, je fais des spéculations puis des longues extrapolations, est-ce que ça pourrait devenir un peu l'éclosion de Kapanen, une des raisons, encore une fois, pour lesquelles le Canadien n'a pas voulu prendre de chance avec un Mishkov? Parce que justement, c'est un bon point. il voit un potentiel offensif de top 6 de ce jeune homme-là, au final. Ben, tu sais, juste Oliver Kapanen, là. C'est ce qu'il est en train de nous montrer, ça. Ben, c'est ça. Oliver Kapanen, il n'avait pas l'air de ça au début, mais maintenant, il nous montre effectivement des flashs. Et non seulement juste des flashs, mais la régularité aussi à laquelle il est capable de faire des jeux qu'il n'y avait pas au début. Fait que même au début, quand on a repêché ce joueur-là, tout le monde se demandait c'est qui. Il vient d'une famille de hockeyeurs. Là. Ouais. Kasperi Kapanen, qui joue en ce moment dans la Ligue nationale. Son oncle aussi, Sami Kapanen, qui a joué un peu dans la Ligue nationale aussi, principalement en Europe. Donc, c'est des joueurs sur lesquels lui peut se baser, puis il peut apprendre de ça, ce qui probablement a fait en sorte que sa progression elle a été quand même assez fulgurante. Là. Fort potentiellement, oui, en effet. Puis, c'est ça. Beaucoup de gens le comparaient à Lekonen quand on l'a repêché. Oui. Là, on est en train de voir de lui que potentiellement beaucoup plus au niveau offensif que Lekonen pouvait avoir. Donc, si vous avez trippé sur Lekonen puis vous pensez que Lekonen a sa place sur un top 6 dans la Ligue nationale, ben, je vous garantis que Kapanen en a une. Exactement, c'est un bon parallèle. C'est ça. Donc, si vous avez adoré ce joueur-là, soyez pas surpris de justement peut-être voir l'éclosion d'un joueur comme ça qui va finir par jouer régulièrement sur un top 6 pour le Canadien, avec surtout les assets qu'on a déjà présentement. Je pense qu'il vient quand même très bien compléter ça. Puis à 6 pieds 1, c'est pas un petit poulet non plus. Fait que pour ceux qui sont pas fans de petits gabarits, ben là encore, on a quelqu'un qui vient un peu cocher toutes les cases qu'on aurait besoin logiquement avec les pièces qu'on a déjà en ce moment. Il est légèrement au-dessus de la moyenne pour ça, fait que c'est déjà un bon point. Ça augmente notre moyenne chez le Canadien. C'est ça. Fait que c'est un très bon choix, je pense, 10e pour l'instant, mais il pourrait continuer à monter. D'après moi, c'est un genre de joueur qui éventuellement pourrait se ramasser même 5e s'il est encore avec le Canadien. Je le vois graver les échelons rapidement, mettons. Oui, exact. Puis là, vous avez peut-être vu, là, on a Mesher qui est à 60 points pour notre 9e rang, mais Kapanen aussi est à 60 points. La seule raison pourquoi on a mis Mesher en avant Kapanen, c'est tout simplement parce que c'est un choix plus élevé en termes du repêchage. Donc, en 2022, il a été choisi 26e lors de l'enquête de l'année passée. Philippe Mesher, là, c'est un gars qui a, un peu comme Kapanen, a beaucoup, beaucoup de talent offensif. Oui. Il y a des mains là, magiques, élites même. Donc, c'est ça son plus gros point, en fait. Là. Son plus gros point, c'est ses mains. Sa vitesse de déplacement aussi. Donc là, on ne parle pas nécessairement de son top speed, mais de la façon qu'il est explosif. C'est ce qui lui permet, en fait, d'éviter les mises en échec, d'éviter, dans le fond, d'être pris dans le coin d'une patinoire, puis il ressort avec la rondelle rapidement. Fait que, ça, c'est 2 points extrêmement bons pour Philippe Mesher. Évidemment, c'est un passeur en premier, mais il a un très bon tir aussi. Là. Oui. Donc, il y a un beau package deal avec Mesher. La problématique avec Mesher, c'est sa constance. Exact. Donc, en ce moment, c'est la seule raison pourquoi il n'est pas plus haut dans notre classement, c'est qu'il n'est pas en mesure de démontrer qu'il est capable rapidement d'évoluer dans les nouvelles situations. Là, on parle que c'est un joueur européen qui a joué en Europe l'année passée. Cette année, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023. Donc, c'est un peu compliqué, là, mais il a joué la majorité de sa carrière en Europe, donc sur des grandes patinoires. Puis là, l'année passée, il s'est ramassé sur une petite patinoire en Ligue ontarienne de l'Ontario, avec les Rangers de Kitchener. Oui. Puis, il n'a pas réussi à vraiment se démarquer. Là. Il a 51 points en 52 matchs. C'est pas mauvais, là, mais c'est pas non plus extraordinaire. Non, c'est ça. Malheureusement. On s'attendait à beaucoup plus de lui, puis tout simplement parce qu'il n'a pas été régulier. Là. Mais s'il avait été régulier, il aurait eu beaucoup plus de points. Est-ce qu'il va se ramasser maintenant encore dans la Ligue de l'Ontario? Ah là, on a potentiel de le voir en AHL là, cette année. Fait que c'est probable. En tout cas, j'ai l'impression que c'est là qu'on va le voir jouer. Je sais que chez nos chroniqueurs, là, desquels on a pris le classement pour faire ça, je sais qu'en général, on est quand même au moins un ou deux à penser que
sa plus grosse force et sa plus grosse qualité, c'est d'être l'ami à Slavkovski. Là. Mais c'est à la blague, bon. là, on s'entend. Là. Mais ça reste un gars qui a quand même on va dire, un plafond extrêmement élevé. OK? C'est un gars qui a un potentiel là, de fou au niveau de son jeu. Mais s'il ne met pas les efforts, s'il ne développe pas la constance, l'éthique de travail pour aller avec tout ça, bon, encore là, est-ce que c'est vraiment son éthique de travail qui était déficiente au niveau pour sa constance? C'est difficile à dire, là, on n'est pas avec lui au quotidien. Sauf qu'on peut se douter que ça fait partie un peu, ça fait partie un peu de ce qui manque. Là. Mais clairement, beaucoup de potentiel de joueurs là, puis beaucoup de déception parce qu'on n'a pas vu tout à fait ce potentiel-là éclore au niveau de la OHL l'an passé, puis on s'attendait à ce qu'il soit beaucoup plus performant que ça en OHL. Donc, on l'a vendu comme ça, c'est ça le problème, oui, je pense. exact. C'est que, premièrement, le Canadien a eu un reach là, sur lui, dans le sens qu'un reach, c'est qu'ils l'ont repêché plus tôt que son rang projeté au niveau du repêchage. Donc, il n'était pas projeté d'être si haut, il n'était pas supposé d'être en première ronde. Il y avait des joueurs qui auraient pu passer devant lui. Oui. Je pense que le Canadien a décidé de le prendre à ce moment-là, tout simplement parce qu'il se disait, s'ils ne le prennent pas là, il y a quelqu'un qui va le prendre après notre prochain choix, parce que notre prochain choix, des Owen Beck, des Lane Hudson par la suite, eux, ils se disaient, ces joueurs-là vont glisser, donc ils vont être en mesure de prendre ces joueurs-là. Donc, ils ont décidé de le prendre à ce rang-là. Oui. Mais ça reste un reach, là. Oui. Puis pour avoir été présent la journée du repêchage au Centre Bell, je vais vous avouer qu'il n'y avait pas grand monde de content de ce choix-là au final. On se demandait c'était qui, ça? Oui, puis ça gueulait un peu d'Esten, pour être honnête. Ah oui. Ah oui. Puis dans le fond, là, c'est un peu à tort parce qu'en réalité, ce joueur-là, il a une tonne de potentiel. Maintenant, il faut qu'il utilise plus ses coéquipiers. Parce qu'il est très intelligent, il est capable de voir qu'est-ce qui se passe. Sa vision là, est là. Oui. Mais là, écoute, je me souviens plus du nom, là, mais je pense que beaucoup de cette déception-là venait du fait qu'il y avait un Tristan Luneau, je crois, de disponible encore à ce moment-là. Un Québécois, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je me souviens plus si c'est le bon que je nomme, là, mais il me semble que c'était Tristan Luneau, là, qu'il y avait quand même un méchant beau potentiel. Puis, écoute, là, on aurait encore passé à côté de ça. Je pense que c'est beaucoup ça qui jouait aussi dans cette réaction-là, la journée du repêchage. Mais dans tous les cas, si on le voit dans la Ligue américaine cette année, parce que c'est pas assuré qu'il va être là. Moi, je pense qu'il va être là. Toi aussi, tu le penses, là, mais. Oui, moi aussi. Ça se pourrait qu'on le revoie dans la Ligue de l'Ontario. Oui. Je pense pas qu'il va retourner en Europe, mais ça se pourrait qu'on le revoie là cette année. Et il faudrait absolument qu'il brûle la Ligue. Oui, s'il retourne là, il faut qu'il brûle la Ligue. Même chose pour Owen Beck, qu'on va parler un peu plus tard. Il faut absolument qu'il soit dominant là, dans cette année de. Là, il a rendu à 20 ans, là, si je ne me trompe pas. Donc, 19, il va avoir 20 ans. Donc, il devrait être en principe en train à dominer. Puis, s'il joue dans la Ligue de l'Ontario ou même la Ligue américaine, il y a des bonnes chances de jouer dans le U20 en janvier. Puis après ça, nous, on va refaire notre expérience. Puis, on va voir, il va être rendu où. Est-ce qu'il va avoir dégringolé ou est-ce qu'il va avoir monté? Mais je pense que dans son cas, tout est possible. Oui, puis écoute, c'est un exercice que j'ai super hâte de faire déjà, là, de pouvoir réévaluer tout ça après une demi-saison. Là. En tout cas, exact. bien hâte de faire Mais là, ça. il est tôt, mais c'est évidemment avant la saison, là, dans notre cas. Oui, c'est ça. On est le 1er septembre quand on tourne cet épisode. Puis tu sais, c'est surtout des jeunes joueurs, hein. Fait que c'est des gars qui peuvent évoluer tellement rapidement. Moi, c'est ça, je trouve excitant dans tout ça. Oui, vraiment. Fait qu'à notre 8e rang, on a Riley Kidney, qui est avec 62 points, donc 2 petits points de plus que Méchard. 2 saisons exceptionnelles, Riley Kidney, les 2 dernières années au niveau de la LHJMQ. Là. On parle d'au-dessus de 100 points lors des 2 années. Donc, c'est quand même phénoménal qu'un aussi prolifique marqueur se retrouve repêché en 2e ronde comme ça. Au 63e rang, dans le fond. C'est pas au début de la 2e ronde en plus. C'est pas mal vers la fin. Écoute, est-ce que ça fait partie du fait que la GMQ est un peu sous-estimée année après année au niveau du repêchage? Je pense qu'il y a peut-être une partie de ça. Un jeune homme de 6 pieds, 176 livres, c'est pas encore là, c'est pas un petit poulet nécessairement, capable d'avoir un gabarit assez intéressant. C'est un joueur de centre. Jeune homme d'Halifax, 20 ans. J'ai dit déjà 63e total. Écoute, c'est
Il a joué dans son coin, là. Ben, en tout cas, avant d'être échangé à Gatineau, là, mais il avait joué un peu plus dans son coin. Oui. C'est sûr que toute la grosse force là, dans son jeu, c'est toutes les capacités offensives. Il y a tout. Le maniement le maniement de la rondelle, excusez. Ses habiletés en offensive aussi. C'est quelqu'un qui a ils disent un high pace en anglais, dans le fond. Là, il est toujours la pédale au plancher, dans le fond, là, si je peux utiliser la pression. Un joueur d'énergie. Exact. C'est un gars qui est toujours all-in. Là. Un peu à la Gallagher, là, un peu à la Harvey Pinard. Tous des joueurs qu'on apprécie beaucoup là, habituellement à Montréal, dans le fond. Là. C'est toujours le type de joueur auquel on s'identifie beaucoup, dans le fond. Ouais. Il a une bonne vision de jeu, ce qui est capable de scanner le jeu quand même rapidement, surtout en zone offensive, là, comme on dit. C'est vraiment la grosse qualité. Il carbure, dans le fond, au point, ce jeune homme-là. Donc, si tu l'as dans ton alignement et il ne fait pas de points, écoute, il n'est pas à bonne place là, dans ton alignement, clairement. Donc, c'est un peu ça le problème, je pense. Hein? Oui, exact. Puis c'est probablement ce qui va nuire à ce jeune homme-là. Parce que s'il n'est pas sur un rôle de 3 premières lignes, puis 3e ligne offensive, là, pas une checking line, comme on dit. Là. Pas une ligne de mise en échec là, comme 3e ligne. Ça va prendre vraiment une ligne offensive. Quoique c'est le modèle que le Canadien semble vouloir adopter, d'avoir quand même 3 bonnes lignes balancées avec un gros potentiel offensif. Donc, malgré que c'est ce qu'il faut absolument qu'il joue dans des contextes offensifs, c'est peut-être ce qui va l'aider à se frayer une place chez le Canadien au final, d'avoir de quoi de plus balancé, puis de jouer peut-être avec des joueurs plus défensifs à côté de lui, dans le fond. Écoute, là, des joueurs qu'on a parlé dernièrement qui n'étaient pas nécessairement dans le top de notre liste du top 25, mais tu sais, un Luke Tuck avec un Riley Kidney pourrait être vraiment wow. Tu sais, fait que c'est ça. Beaucoup de potentiel, beaucoup de belles petites choses à voir à l'œil. J'ai vraiment hâte de le voir dans les deux sens de patinoire à Laval. Est-ce que ça va être un gars qui va être capable de sécuriser son jeu défensif dans son apprentissage en Ligue américaine? Je pense que c'est ça qui va faire tout son succès au niveau de la Ligue nationale par après, dans le fond. Oui, parce que même s'il a compté beaucoup de points, je pense qu'il va devoir améliorer son jeu défensif pour vraiment devenir un joueur de 200 pieds, là, aussi bon en attaque qu'en défense. En plein ça. Plus il va être complet, ce joueur-là, plus il va être indispensable pour le Canadien et donc probablement avoir des chances de monter si, exemple, on ne sait pas, là, un Jake Evans pourrait se blesser ou pourrait être tout simplement échangé. Puis à ce moment-là, qui on va rappeler? Est-ce que c'est des gars comme Kidney ou ça va être d'autres joueurs comme Owen Beck éventuellement et tout ça? Donc, ça reste super belle situation pour vous avec lui, Sad. Oui. En tout cas, c'est pas le côté offensif qui manque. C'est beaucoup plus facile d'apprendre un joueur à jouer défensif quand il y a déjà le côté offensif que le contraire. Là. Oui, donc, définitivement. C'est un joueur, quand on parlait de Lekonen, entre autres, Lekonen, c'est un ailier, mais ça reste que Riley Kidney peut jouer à l'aile aussi. Mais ça reste un joueur qui a plus de talent offensif. Puis, tu sais, on a un joueur comme Lekonen qui joue dans la Ligue nationale en ce moment. Là. Oui. Fait que le potentiel est là. Donc, maintenant, on est rendu au 7e choix. C'est là qu'on a mis Sean Farrell avec 76 points. En fait, pourquoi il y a une grande disparité? C'est que c'est le genre de joueur que sur certaines listes, sur certains de nos chroniqueurs, il était 3e, 4e. Puis il y en a d'autres qui étaient plus loin que ça, tout simplement parce qu'on ne croit pas nécessairement en ce joueur-là qui va être capable, sur une base régulière, d'être un top 6. Puis Farrell, là, c'est ça son rôle. C'est un top 6. C'est pas autre chose. Farrell, il est 5 pieds 9, 175 livres. C'est un Américain, évidemment. Il a joué dans NCAA. Il a joué à Harvard, toute son université, en fait. Dernière année, il a fait 53 points en 34 matchs, ce qui est extrêmement bon là, dans sa division. C'est un joueur super intelligent. Il a une créativité là, élite, même au niveau... Même au niveau, en fait, de la Ligue nationale, il y a une créativité qui est élite. Maintenant, il faut qu'il ramasse tout ça ensemble, là, puis qu'il arrive à produire sur une base régulière, puis ça va être un top 6. Oui. Là, on a des gars comme Harvey Pinard qui sont là. On a des gars comme, évidemment, Gallagher, puis ces gars-là, c'est des droitiers, mais ce qui arrive, c'est que Sean Farrell peut jouer à gauche, à droite, au centre, ça n'a pas d'importance. Il est capable de faire toutes les positions. Il a principalement joué au centre et un peu à gauche. Oui. Fait que c'est un gars qui va être
un gars qui. En fait, ce gars-là, là, si on regarde son agilité, si on regarde sa rapidité, si on regarde son intelligence au jeu, puis si on regarde tout son package, là, c'est le joueur type deuxième centre, un à la New Hook. Mm-hmm. Deuxième centre qui peut jouer potentiellement plus à l'aile. Oui. Dans son cas, le problème qu'il y a, c'est que les joueurs qui sont dans la ligue américaine, c'est des joueurs qui sont un peu plus physiques, un peu plus rapides. Donc là, pas nécessairement plus rapide, mais plus physique, là, surtout. Fait que là, c'est comme, est-ce qu'il va bien tirer son épingle du jeu dans la Ligue américaine pour faire ouvrir les yeux aux Canadiens de dire, OK, il faut vraiment lui donner une chance avec le Canadien? Oui. Parce que là, il y a un engorgement là, dans la Grande Ligue. Fait que, ben, quand on parle du deuxième scoreur du top 6, parce que le premier, je pense que tout le monde s'entend, là, ça va être Caulfield, là, notre premier scoreur. Mais quand on parle de ce spot-là sur la deuxième ligne, d'être le finisher, là, celui qui va engranger les buts sur cette deuxième ligne-là. Ça peut être lui, oui. Ça peut être lui. Personnellement, je crois que Kapanen est en avance, puis il est meilleur que Farrell. Je trouve que Kapanen, en tout cas, je trouve que Kapanen démontre de plus belles choses que Farrell. J'ai l'impression que les 6 matchs de Farrell l'année passée dans la Ligue nationale ne l'ont pas aidé. Ils ont montré ses faiblesses, en fait. Exact. Ils ne l'ont pas aidé dans le sens où ça ne m'a vraiment pas convaincu qu'il va être prêt à prendre ce spot-là sur une deuxième ligne avant 3-4 ans encore. C'est surtout dans cette optique-là, en fait. Est-ce qu'il a le potentiel de se rendre là? Puis, oui, là, comme tu dis, là, mais c'est un peu de talent. Oui, puis il ne pourra pas avoir une place sur une troisième ligne, ce gars-là. Là. Non, c'est ça. Lui, il est dans le cas d'un peu de Pacioretty. Mettez-le pas sur une troisième ou une quatrième ligne, ça ne sert à rien. Là. C'est vraiment... Ça prend du temps powerplay, ça, je l'ai dit. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est là qu'il va faire son pain, son beurre. Tandis qu'un gars comme Kapanen, d'un autre côté, va être capable de probablement jouer en désavantage numérique avec les années, avec l'expérience. Peut-être moins possible pour Farrell de pouvoir faire ça. Donc, c'est ça. Est-ce que le potentiel offensif est plus fort? Oui. Qu'est-ce qui arrive, c'est vraiment sa grandeur, sa grosseur qui le limite à certaines tâches dans la Ligue nationale. Tout simplement, la moyenne, c'est 6 pieds. Là. C'est 6 pieds, 6 pieds 1, puis c'est pas loin de 200 livres. Donc, lui, il est loin de là. Donc là, ça va être d'adapter son jeu pour être un joueur de 200 pieds parce qu'il est super intelligent ou y aller all-in puis être le top de la Ligue américaine. Ouais. Si, comme Harvey Pinard, c'est le top de la Ligue américaine, il y a des chances de repercer l'alignement et de se ramasser sur une base régulière avec le Canadien. Mais jusqu'à ce temps-là, ça va être difficile pour Farrell à ce niveau-là. Mais ça reste un talent incroyable. Là. Le gars, il est allumé. Là. C'est un gars intelligent. C'est pas pour rien qu'il est allé à Harvard, d'ailleurs. Là. Donc, ils ne prennent pas n'importe qui à Harvard, là, même si tu es bon au hockey. Là. Non, c'est ça. Tu as besoin d'avoir une tête sur les épaules pareil. Là. Exactement. Puis là, on va déjà parler du dernier de la journée. En fait, c'est notre premier, parce que dans un sens, il est 6e dans les 10. Oui. Dans le top 10. Notre plus élevé en termes de rang de notre côté. Exactement, avant de rentrer dans le top 5. Donc, le 6e, c'est Owen Beck avec 79 points. Donc, Owen Beck, je pense que les gars rendus là, ils ont moins besoin de présentation. Mais quand même. Donc, Owen Beck, jeune homme de 19 ans, joueur de centre, 6 pieds, 190 livres, lance de la droite. C'est notre deuxième choix l'an passé au repêchage, en 2022. Écoute, c'est le stéréotype du joueur complet. C'est pas compliqué. C'est le two-way player parfait, le joueur complet qui a un beau potentiel offensif, il est capable d'avoir une belle vision de jeu des deux côtés de la patinoire, autant défensive, un bon back-check. Écoute, on l'a vu en Ligue nationale l'an passé, il est venu jouer un match avec le Canadien, puis même s'il n'a pas fait de points, il a quand même impressionné, il a bien performé. Pour moi, c'est le gars qui peut faire la surprise de l'année, puis faire sa place sur la troisième ligne directement cette année. Pour moi, c'est lui, à cause de sa situation. Oui, OK. On a déjà discuté vite, là. Mais tu sais, pour moi, c'est le seul des jeunes joueurs que je vois percer l'alignement vraiment, autre de ceux qui n'ont pas vraiment joué de beaucoup de... Parce que sinon, il se ramasse en OHL, puis je ne suis pas convaincu que les dirigeants du Canadien ont envie de le voir là.
Écoute, je vais te dire un truc, là. Je crois qu'il pourrait avoir autant de talent que Wright, Shane Wright. Mm-hmm. Je ne serais pas le seul en plus à l'avoir dit, là. Ouais. Mais Owen Beck a le potentiel d'être un meilleur joueur dans la Ligue nationale que Shane Wright. Ouais. En tout cas, ça, c'est mon avis. Là. Évidemment, il y a des gens qui vont dire ben, ça n'a pas de bon sens, il a été pris en deuxième ronde. Mais rendu là, il y a des joueurs comme Bergeron qui ont été pris bien plus haut. C'est troisième ronde, Bergeron? Oui. En tout cas, c'est pas garanti que tu es choisi top 10, que tu restes dans la Ligue nationale. Là. Puis des joueurs comme Owen Beck, comme tu dis, tu avais quasiment de la difficulté à dire dans quoi il est bon, mais c'est parce qu'il est bon dans tout. Il fait tout bien. C'est ça. Fait que c'est comme qu'est-ce qu'on peut dire de plus qu'il est bon dans tout? C'est ça. Oui, puis tu sais, écoute, un point qui va revenir là, sur plusieurs gars qui s'en viennent, puis peut-être même dans les derniers, tu as parlé de créativité beaucoup avec Farrell, tu sais. C'est l'intelligence au jeu. L'intelligence au jeu, la capacité de lecture du jeu, la capacité d'analyse d'une situation, la prise de décision dans ces situations-là. Le Canadien s'enligne sur, je pense, des modèles très précis de joueurs qui veulent acquérir, qui vont avoir ces patterns-là. Le même. Là, j'ai ça parce que c'est terminé en français, là, mais c'est vraiment des patterns cognitifs, dans le fond. Des patterns cognitifs à des résolutions de problèmes précises. Donc, tu sais, quand on dit que le Canadien pose des drôles de questions en entrevue, là, je pense que ça va un peu dans cette question-là. Ils veulent juste voir est-ce que le jeune est capable de répondre instinctivement, rapidement à ce type de questions-là selon ce qu'on veut avoir, dans le fond. Le QI NHL, le QI hockey. Là. Ouais, mais tu sais, encore plus loin, quand ils posent justement des questions un peu plus bizarres, là, au niveau qui tu vas sauver avant si c'est des espèces de situations comme ça. Là. Mais je pense que c'est ça qu'ils veulent voir, justement. Est-ce qu'on va créer un noyau de joueurs qui vont avoir un peu le même schéma cognitif de compréhension, dans le fond? Donc, si on a tout le même niveau de joueurs, encore là, ça prend une certaine diversité là, au niveau des talents et autres, là, mais c'est ça. Je pense que pour chacune des positions, ils veulent avoir un profil bien précis. Si on veut avoir un défenseur, on veut avoir ce profil-là. Si on veut avoir un joueur de centre, de troisième ligne, on va avoir ce profil-là. Si on veut avoir un joueur de première ligne ou de top 6, on va avoir ce profil-là. Je ne sais pas si tu me suis là je pense que le Canadien, c'est très, très, très précis ce qu'il recherche au cours depuis que Kent Hughes et Gorton sont présents, en fait. Là. Ouais. Et je crois que l'approche est différente. C'est pas juste l'émotion, c'est vraiment le côté stratégique de on va chercher tel type de joueur parce qu'on va le pairer, on va le mettre avec un autre joueur ou un autre type de joueur. Donc, on s'assure d'avoir une cohésion dans l'équipe et non pas juste on prend juste du talent pour prendre du talent. T'es en plein ça. Puis, tu sais, c'est ça qui va fâcher beaucoup de partisans, je pense, les prochaines années. Est-ce que ça va finir par être payant dans 3, 4, 5 ans? J'en suis convaincu. Sauf que, pour l'instant, c'est ce qui fait en sorte que des fois, il y a des décisions qui peuvent sembler étranges pour certaines personnes. Si on pense juste au choix de Rainbacker pour Michkov, vite, là. C'est ça. Ça peut sembler nébuleux et étrange pour certaines personnes, mais je crois que le plan est extrêmement précis du côté du Canadien. Et Owen Beck est l'exemple typique de ce portrait-là, dans le fond. Ben, c'est sûr qu'ils peuvent toujours nous faire mentir. Un gars comme Owen Beck peut commencer sa carrière en troisième centre environ, là, mais finalement se ramasser premier centre parce qu'il y a eu une blessure quelconque, puis s'est ramassé là, puis finalement il shine au bout, puis là, c'est lui qu'on veut avoir. Ça peut arriver, ce genre de situation-là, mais ça reste que, je pense que comme tu as bien expliqué, il y a des rôles dans une équipe. Puis si on fait juste repêcher des gens du même rôle, ben ça fait en sorte qu'il y a congestion à une certaine place. Puis là, on est obligé de les échanger, ces joueurs-là. C'est ça. Puis malgré qu'il manque de talent offensif chez le Canadien, ben on ne manquera pas de profondeur avec les joueurs qu'on est allé chercher. On vient de parler de Riley Kidney, de Sean Farrell. On parle d'Owen Beck maintenant. C'est tous des joueurs. Ça, c'est 3 types de joueurs qui peuvent jouer centre, qui peuvent jouer ailier, puis qui n'ont pas de problème, qui peuvent faire tout sur la glace. Exact. Fait que une équipe qui se rend dans n'importe quel championnat, là, que ce soit dans le fond la Ligue nationale ou qu'on soit dans la Coupe mémoriale, il faut toujours regarder l'alignement. Habituellement, les 3 premières lignes sont capables de scorer en masse de buts. Fait que ça fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile de défendre ces équipes-là. Oui.
Fait que c'est vers ça, je pense, que le Canadien. Tu en as déjà parlé, je pense, dans un autre épisode. On va avoir, on va avoir 4 deuxièmes lignes. C'est ça. Je pourrais m'amuser à faire de quoi de plus. Parce que même avec Frank, j'avais sorti un peu l'alignement en 2024, 2025, donc l'an prochain. Dans 2 ans. Dans Ben, 2 ans. Avec un les contrats finis, puis tous les mauvais contrats partis. Là, où Ouais. l'ère Bergevin est terminée, là, si on peut dire ça comme ça. Là. Mhm. Je pourrais essayer de sortir l'alignement de ce que ça pourrait avoir l'air dans le fond. Là. Puis justement, donner l'impression de. En tout cas, c'est un exercice que je verrai dans mes vacances là, si je ne peux pas me claquer. Là, puis, C'est bon. On fait ça un jour. Vous sortir un petit quelque chose là, d'intéressant avec ça. C'est parfait. Regarde bien, on va l'avoir avant que cet épisode-là il soit sorti. Parce que là, ça se peut, par tourne exemple. d'avance. C'est ça, c'est pas impossible. Fait que là, il nous reste juste un épisode suite à celui-ci, c'est-à-dire là, Mm-hmm. on vient de faire le 6e. On va s'attaquer au top 5 dans le prochain épisode. C'est là que vous allez avoir les gros noms. Là. Je pense que vous pouvez vous douter un petit peu. Là, si vous avez suivi nos épisodes, vous savez à peu près qui vont se ramasser dans le top 5. Ouais. Puis, c'est pas appelé à changer. Ça va changer. C'est pas appelé à rester dans le béton. Là. Quand on va arriver en milieu de saison, on va tout replacer ça. Ça se peut qu'il y ait d'autres joueurs. Comme tu disais, Kapanen peut-être va être plus haut qu'un Kidney. On va voir. Puis il y a tellement de ces gars-là qui vont jouer à Laval aussi, Ced. Là. Fait que, je veux dire, on va vraiment avoir une belle saison d'observation sur beaucoup de ces joueurs-là à Laval. Fait que ça va être super trippant. Puis c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que Mardi de hockey, on va suivre le Rocket là, toute l'année puis qu'on va vous aider à y voir plus clair dans qu'est-ce qui s'en vient pour le Canadien. Exact. Donc là-dessus, on va se laisser. Ouais. Les thumbs up. Effectivement. Merci beaucoup à tout le monde de nous suivre. Ça nous fait vraiment très chaud au cœur. Puis on espère que vous aimez ce qu'on fait. Si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires, laissez-les en bas là, dans la section commentaires. Il y a des bonnes chances qu'éventuellement, on commence à lire vos commentaires et faire des épisodes avec vos questions et tout ça. Donc, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Si on en a assez, on va se plaire à répondre à vos questions, certainement. Yes, donc, ça c'est sûr. Même, on est là pour faire de l'interaction avec vous. Oui, on n'est pas en live présentement, mais c'est ça. Mais c'est de l'interaction qu'on veut avoir avec notre communauté, dans le respect, des beaux débats. C'est ça qu'on veut avoir, c'est ça qu'on veut créer. Et voilà. Ben, merci beaucoup, Julien. Yes, bonne journée. Seb. Bonne journée à tout le monde. À la prochaine.